Bonjour tout le monde. There you go. Bienvenue à cette dernière activité de la journée, qui est une table ronde. Ça persifle ici, désolé. Donc, une table ronde sur les bonnes pratiques en matière d'histoire des œuvres littéraires. Alors, on a demandé à nos trois panélistes, à savoir Denis Greger, Isabelle Gribaumont et René Haudet, que je présenterai par la suite, d'intervenir pendant à peu près 8 minutes pour placer en fait la table, poser leurs questions et de façon à ce qu'on puisse par la suite avoir une discussion de fond sur cette question des bonnes pratiques en matière d'histoire des œuvres littéraires. Donc, la première intervention sera celle de Denis Greger, que je vais maintenant vous présenter. Donc, Denis is professor at Washington State University, Vancouver. She creates, curates, preserves, and conserves born digital media. She serves as the managing director and curator of organizations The Next and directs the Electronic Literature Lab. She has authored 16 media works, 71 scholarly articles, and 6 books, and curated exhibitions at the British Computer Society, the Library of Congress, and for the International Symposium on Electronic Art, among other venues. Her most recent book, Challenges of Born Digital Literature, Editions, Translations, and Emulations, co-authored with Mariusz Pisarski. No, Pisarski, sorry. Very Polish. Yeah, I know, I just mixed. Donc, Mariusz Pisarski, voilà, for Cambridge University Press. And the book examines activities, approaches, and strategies underlying the preservation of born digital literature. So, Denis. Hi, thank you. I'm going to be speaking English, and I have 8 minutes, and what I want to do is walk you through 3 major concepts. First, I'm introducing The Next. This is a virtual museum and library that my lab has built. It's been in existence now for about 8 years. And what you're looking at is a landing space, and I'm tying this word space to the discussions we had earlier about places and locations. We see this as a living space. There's a lot of movement, a lot of activity. We want the space to feel virtuality, and liveness, a sense of liveness. The Next holds 2,375 works of born digital literature, art, and games. We just landed 3,000 works from Drunken Boat that we have not made available yet. And we have Rob Wittig's collection, which right now includes 4 hypertext works, but it also has 36 NetProv works that we're trying to find a way to save and preserve and make available. So eventually there's going to be about 6,000 works available in The Next. We're funded through the Mellon Foundation, Sloan Foundation, NEH, a Society of American Archivists, a lot of different organizations, and my university to make these works available. When I say available, we're holding the files. So we're not just showing, we're different from Rhizome, because Rhizome shows works. We actually hold the files. We hold all the digital. I also have 89 boxes of physical media that go with those digital files. And so eventually when I get some funding, that material will be in The Next as well, right? So there's just an incredible amount of work that we're trying to hold on to. The point of the project is we're trying to save electronic literature, net art, video games, interactive media, dating back to the late 70s to the present time. Because it marks a time in our culture when artists were making a leap from print to electronic, and we want to hold on to this. We're trying to collect globally. We're not just collecting American works, although that's where we started, because the thing we were concerned with first were the floppy disks, and from the 1990s that Mark Bernstein from Eastgate System was publishing, and were becoming outmoded. So the impetus that started this was trying to get that material saved first, all those kind of physical media objects, then spreading out to net art and outwards. So we've been partnering with Anti-Dove for, 4 years now, since the pandemic, 2020, and working closely with Alexandra Martin, who's been curating many exhibits for The Next. You see here we have several items at our menu, the collections, everything from individual artists and scholars. And you can see that we have currently everybody from, we have Jason Nelson, Jody Zellen,
Margie Lusenbrink, who just died. That's the other thing, is that our artists are getting in an age where they're not going to be around much longer, and we're trying to save their works before they're gone so that we can work with them one-on-one to figure out how they want us to present their material. Margie just died. Rainer Strasse from Germany, and others. So we're trying very hard to get as many artists in this space as possible. Notice that in our collections, we also have journals. So we collected the Bleu Orange. Thank you, Bertrand, for that. Thank you. So we have that, and I want to say that this collection came to us, and you can see it's 59 works dating back to 2008. When I say that, this means that the works are in their original language. We didn't translate this into English unless it was translated for us by the folks at Bleu Orange, right? So we're not trying to Americanize or Anglicize everything that's been handed to us. So there's that. And so you can see there's a lot of other collections that we have. Showcases, we have Turbulence, which is net art, right? The Museum of the Essential and Beyond That, which comes from South America and other places. So the other thing I want to mention is that we do exhibitions. And so the current exhibition that's closing this week is Vision Unbound, which is a celebration for Women's History Month. And we highlighted 4 women from around the globe. You could see that we're trying to show that women are moving outside the space and challenging norms. And so that's, and now we're getting ready to mount the show that Alexandra has done, and that's Art Intelligent. We also have done some other ones as well, so some past exhibitions. Exphrases, which is also done by Gina Cartapassi and Alexandra. And we'll go here to Transcreation, which is the first exhibition in the next from outside of us. So anyway, that's the kind of things we're doing here. I do want to show that we're talking about metadata, and I was really impressed with the work that was shown today, the kind of detail that was shown, that you're looking at web, making sure you had the original website and things like that. We're also working very hard to pinpoint metadata because we think that's the way that works are described over time, right? And so when we look at our metadata, we're looking at things like the versioning. We're versioning works. So for example, somebody might have produced something in a CD-ROM, but then they turned it into something that was on the web, but then they redid it because it was Flash. So there's 3 versions of that piece. So we're versioning everything that comes to us, which takes quite a bit of time. You can see that we have publication month, type, authority, volume, media format, but we also have expanded to things like software dependencies, authoring platforms, hardware dependencies, peripheral dependencies, computer languages, qualities, sensory modalities, genres, and onward. And then we're moving into accessibility. And this is the big push that we're doing currently. I just wrote a National Endowment for the Humanities grant for $310,000, which would give us the funds to be able to make all the metadata for every work express the accessibility for people who are sensory sensitive or have disabilities. Note that this space was built in semantic markup. It's not out of the box, any kind of out-of-the-box system, and it's also enhanced by ARIA, which means if somebody needs assistive technologies, they can read or experience these works. We have everything from content timing to text format, color contrast, visual impact, auditory touch, and if you tap on these, you could see our definitions. We were lucky to go 2 years ago. Erica Fulop, Richard Snyder from my lab, and I were invited by the Mellon Foundation to go for a retreat to work out this schema. And the schema looks like this, and this is our controlled vocabularies, and this is what we left with after a week. So this is how we describe content timing, text format, everything from light fonts to serif fonts, small fonts, short reading time. Some of the works, the text just bolts across the screen. And if you have a vision problem, you can't read it. Color and contrast, everything from visual noise to low contrast. Some of the early works in the 90s, we didn't even care about contrast. It was white on yellow, right? It's like, who wants to read anyway, right? Visual impact, flashing lights. And this is the big one. Jason Nelson is the king of flashing lights. And so we want people to know in advance if they have this sensitivity, they'll know before they see these flashing lights.
The auditory, high-pitched sounds, touch. Does it require touch joysticks, cursor material, haptic feedback, repetitive motion? I know that Stephanie Strickland has injured herself, her hands, working with StorySpace in the past because of repetitive motion due to StorySpace programming at the time. Movement and gesture. So these are all the things that we're building into the next so that everybody can access it and enjoy it. The last thing I'll say, because I think I'm running out of time, is I want to talk about the final two things, and that is, let me go back to the next now. Here. The other, because we do have these physical objects, we want to make them available to people who visit us. So, for example, Alexandra sent us the Blue Orange cup, which should be showing up here. Where are you? Come on. So we have there it is. The visual, this is our 3D model of the Blue Orange cup. I know it might sound silly to you, but these are things that we value. This is the pinwheel that Dina Larson made in the 90s to teach people what hypertext was. And it's a poem that you blow on the pinwheel, and you read a poem based on the blowing. It's going to take a minute to load this one. And so we 3D modeled this and made it available in the next. Here it is here. You know, one more thing I'll show you is Richard Holton's beach ball. When he would perform Figursky at Findhorn on Acid, he had beach balls. Remember at rock concerts, people would throw beach balls around? Well, he did this in the 90s, right, in 2000s. And so this is his beach ball, and he would throw it out, and if you caught it, you would read what's on here, and then he would perform that part from the work, right? So live performance stuff. So this is modeled. So the next thing we're doing is I got a grant just like a week ago that's going to let us turn this into a 3D space for virtual reality so that you could see this in the headset and manipulate it as if you're really holding the ball in your hand. So I'm very excited about that project. And then the final thing I'll mention is the exhibition that's coming up. And that's this one that's going live this week. This is the most recent build as of an hour ago. And yes, the person who did the interface is here. So we can see that there's Samuel Lambert did the interface design here. And is Elizabeth Savard here too? She's not here? Yeah, and Gail Patron, we've been working with Gail for the web development. But you can see this is set up like a ChatGPT, reading it in French or in English. And Joe Swanson, Anaya Karpinski, and others and students are in this site. You click on it and you validate it just like you were in ChatGPT, and then something happens. And this will go in the exhibition as our main exhibition site. So when you land in the next, at the main site, you'll see that in the landing space. I think that might be my time. Is that correct? Perfect. I think you had 8 minutes, right? Yeah, Yeah. and then after that we'll be able to continue the discussion Yeah, thank you. afterwards. Got The it. idea is just to have a short presentation Yeah. so that we at least will know what questions I just to want to ask. stay within time. D'accord, merci beaucoup, Dini. Maintenant, c'est Isabelle Guirbaumont, qui est chercheur ou chercheuse, non, ça dépend des lieux, chercheuse au Cental, donc au Centre de traitement automatique du langage à l'Université de Louvain-la-Neuve, et responsable du label, le Laboratory for Electronic Literature, à la Bibliothèque royale de Belgique. Le projet Label vise à intégrer des œuvres de littérature numérique belge dans les collections de la bibliothèque et à envisager les enjeux de préservation liés à cette collection. Outre la littérature numérique, ces recherches se situent à l'intersection entre humanité numérique et traitement automatique du langage. Isabelle? Merci beaucoup pour cette présentation. Je suis toujours en train de galérer un peu, mais voilà, on y est. Donc merci beaucoup de m'avoir invité à la table ronde. C'est vraiment une opportunité intéressante pour moi, puisque contrairement à mes copanélistes, je commence à peine mon projet, et donc je bénéficie évidemment de l'expertise d'autrui. Mais avant tout, un peu de contexte. Donc, mon travail s'inscrit donc dans une collaboration entre la Bibliothèque nationale de Belgique et l'Université catholique de Louvain. Et c'est important parce que cette collaboration a évidemment une influence importante sur les enjeux du projet, comme je vais vous l'expliquer dans un instant. Donc, j'ai appelé le projet Label pour Laboratory for Electronic Literature et Belgique. Et donc, très largement, il s'agit d'un projet de collecte, de préservation et d'étude de la littérature numérique belge. Donc, il y a deux côtés, un côté
plutôt bibliothèque et un côté plutôt recherche. Donc du côté de la bibliothèque, en fait, le projet est né d'un changement de loi relatif au dépôt légal qui inclut maintenant les publications numériques. Mais cette loi n'est pas encore en vigueur puisqu'on est en train maintenant de travailler sur l'arrêté royal qui va mettre cette loi en vigueur. Mais donc dans ce contexte-là, évidemment, il y a des définitions très spécifiques sur ce qu'est la Belgique, ce qu'est le belge, qu'est-ce qu'est le contenu belge. Donc là, on n'a pas vraiment de leeway parce que c'est une définition qui est dans la loi. Et ça implique aussi des obligations légales, notamment l'obligation de préserver, supposément, et de rendre accessibles au public tous les objets qui sont déposés à la Bibliothèque nationale. Donc évidemment, il y a aussi le fait que ce n'est pas rétrospectif, puisque cette loi, quand elle sera en application, n'aura pas d'effet rétrospectif, et donc on va simplement s'intéresser aux œuvres qui sont publiées après le moment où la loi entre en vigueur. Et au niveau de la bibliothèque, il y a aussi un enjeu de visibilisation de ce corpus auprès du public, puisque ça fait partie des missions de la Bibliothèque nationale. Voilà, de rendre accessible et de montrer au public les collections qu'elle possède. Alors, évidemment, il y a une dimension plutôt recherche au projet au sein de l'université, même si, évidemment, la dichotomie n'est pas vraiment adéquate, je pense. Mais donc, dans ce cas-ci, je souhaite plutôt adopter une approche qui inclura une rétrospective et également inclure dans le corpus des œuvres pour lesquelles un dépôt n'est pas possible. Donc, par exemple, typiquement des performances ou des installations dans des musées, etc. Et donc, il y a évidemment une dimension de recherche, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus maintenant. Donc, le projet a commencé il y a 2 ans et on est toujours dans la phase 1 du projet, donc qui vise à recenser les œuvres existantes et d'ailleurs aussi les œuvres qui n'existent déjà plus, qui sont plus nombreuses évidemment que celles qui existent. Donc, il y a 4 enjeux dont je vais parler brièvement: la collecte des données, l'architecture de la base de données, le schéma de métadonnées et le développement de l'interface de recherche. Alors, en ce qui concerne la collecte de données, on est un peu dans une démarche, évidemment, de collaboration et de dialogue avec des individus et des institutions actives dans, en fait, des paysages assez différents, donc des institutions culturelles, des musées, des institutions de soutien aux artistes également, des maisons d'édition alternatives, des artistes, des chercheurs, etc. Mais on va également lancer une campagne de crowdsourcing via la KBR, donc la bibliothèque, chose qui avait déjà été faite dans le contexte d'une campagne de préservation du contenu belge sur les réseaux sociaux il y a quelques années. Alors, en ce qui concerne l'architecture de la base de données, on va opter pour Wikibase. Donc, j'imagine que vous êtes plus ou moins familier avec Wikibase. C'est une suite de programmes open source pour recueillir, stocker et publier des informations structurées. Donc, pour moi, il y a 2 avantages majeurs à Wikibase dans le contexte de ce projet. D'abord, l'interopérabilité avec les données liées qui nous permettrait théoriquement aux utilisateurs d'interroger nos données avec en même temps d'autres sets de données. Et ensuite, le fait que Wikibase est facile d'utilisation pour des tierces personnes. Donc, c'est-à-dire que, comme c'est le cas pour Wikidata, il sera possible pour d'autres de suggérer des ajouts, ce qui permet d'impliquer directement les acteurs concernés. Et je pense que ça, c'est vraiment un enjeu assez important au vu du type de contenu. Puisqu'en Belgique, notamment, on a affaire à plusieurs collectifs avec une forte dimension activiste, par exemple, des modes de fonctionnement horizontaux et assez en marge des institutions, pour ne pas dire complètement anti-institutionnels. Et donc, pour moi, c'est important, je pense, d'utiliser une plateforme qui permet de maintenir une certaine horizontalité, voilà, et d'impliquer des acteurs dans le processus d'encodage des données, etc., et d'auto-représentation. Et également, je pense à mes étudiants, par exemple, qui pourront être également impliqués dans les projets d'édition de la base de données, etc. Alors, en ce qui concerne le schéma de métadonnées, l'idée est de se baser sur le schéma de métadonnées développé par de multiples personnes qui sont présentes ici, donc c'est-à-dire le schéma qui a d'abord été développé par NT2 et ensuite étendu par le répertoire des écritures numériques et par le projet Colin, dont vous avez sans doute entendu parler. J'imagine. Quelques-uns d'entre vous. Donc voilà, l'idée évidemment est toujours de promouvoir cette interopérabilité entre nos différentes bases de données et aussi ne pas réinventer la roue puisque je peux bénéficier des nombreuses discussions apparemment qui ont eu lieu sur les termes à utiliser, etc. Donc voilà, évidemment ce choix a de nombreuses répercussions, notamment sur la façon d'étudier le corpus et les points d'entrée de la base de données, etc.
et dans le cas de la Belgique, s'il devra être traduit et sans doute étendu dans certaines directions en fonction des particularités de notre corpus et également par exemple, je pense à des données plutôt de la conservation, de la préservation devront également être ajoutées. Alors, en ce qui concerne le développement, je collabore avec Open Source Publishing, qui est un collectif de design, développement web, qui a des liens étroits avec certains collectifs de littérature numérique. C'est d'ailleurs celui qui a fait le design du livre de Catherine Lenoble sur Anaka, dont Servane a parlé ce matin. Donc ça aussi, c'était pour moi important, toujours pour éviter une approche top-down et également avoir des interlocuteurs qui sont au moins aussi au courant que moi des enjeux de ce répertoire. Donc, je vais maintenant très brièvement parler de certains défis, donc non exhaustifs évidemment. Donc, au niveau des métadonnées, alors déjà, il y a des enjeux sur les procédés de traduction du schéma de métadonnées dans Wikibase, donc qui se base plus sur des statements composés de propriétés et de valeurs. Donc, je ne vais pas m'étendre sur ça maintenant, mais l'avantage des données liées, donc, c'est qu'on peut en fait exprimer les liens de plusieurs façons simultanément. Donc on n'a pas vraiment besoin de choisir, on peut faire les deux à la fois, ce qui est une opportunité, mais également ce qui veut dire qu'on a un peu tendance à trop vouloir faire. Après, il y a des questions moins techniques et plus épistémologiques. Donc, ce n'est pas nouveau que la littérature numérique brouille un tas de concepts, notamment celui d'auteur et d'autorialité. On en a déjà parlé aujourd'hui. Donc ici, on fait face à des œuvres dont les créateurs incluent des arbres ou des algorithmes, par exemple, dans la liste des auteurs ou des autrices. Donc on voit ici « The author of this book is the algorithm Levenshtein distance ». Également, qui nomme des auteurs dont l'œuvre est utilisée comme donnée sur un pied d'égalité avec les auteurs qui ont créé l'œuvre, donc comme c'est ici le cas avec Cortázar. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans la base de données avec des cas comme celui-ci? Voilà, c'est une question à laquelle je n'ai pas encore de réponse. Alors ici, ce n'est pas vraiment un défi, mais plutôt un constat. Donc, dans le cas de certains collectifs, dont le collectif Anaïsberg, dont les œuvres sont représentées ici, il y a des œuvres qui ont des fortes dimensions textuelles, comme c'est le cas de la distance de Levenshtein-Lee-Cortázar, et d'autres qui n'en ont pas, comme celle représentée à gauche, qui crée des portraits de taxonomistes du XVIIIe siècle, qui sont recouverts par les arbres qu'ils ont nommés, qu'ils ont découverts. Cependant, ces deux œuvres ont été créées avec des procédés créatifs relativement similaires. Ils ont tous deux des arbres comme co-auteurs et s'inscrivent dans une volonté de critiquer l'indépendance, l'illusion de l'indépendance ontologique de l'être humain par rapport à la nature. Et donc, dans ce contexte, on peut se demander s'il est pertinent d'inclure une de ces œuvres dans une base de données et d'en exclure l'autre. Voilà, ça c'est une des réflexions qui me travaille de temps en temps la nuit. Alors, au-delà de ça, il y a également une continuité entre les contenus artistiques et les autres activités du collectif, donc que ce soit des activités en ligne ou hors ligne. Donc, on a déjà parlé plusieurs fois de ce continuum, justement, entre le monde réel et le monde numérique d'une part, et puis le monde réel et la fiction d'autre part. Et donc, en fait, pour comprendre la démarche de ces collectifs, il est important justement de prendre en considération l'ensemble de leurs activités et pas uniquement piocher de ça, de là, une œuvre parce que justement, il y a ce continuum entre le monde en ligne et le monde hors ligne qui est très important. Alors, dans la continuité de ceci, il y a aussi la question de que capturer. Alors, c'est une question qui se pose dans des tas de directions différentes. Mais ici, par exemple, j'ai un exemple de nouveau pris de Anaïsberg. Donc, les œuvres sont publiées sur un site internet qui s'appelle la maison d'édition Algolittéraire. Et c'est un objet extrêmement intéressant, qui par ailleurs je suis en train d'étudier, qui dialogue avec des tas de questions clés sur la littérature numérique, notamment les questions de l'interface, la question de la plateforme, la question de l'éditorialisation. Par contre, c'est un objet qui n'aurait sans doute pas sa place dans la base de données, contrairement aux œuvres qu'il héberge. Donc là, c'est un peu paradoxal pour moi. Et finalement, on vient de parler de version. C'est aussi un problème assez épineux, puisqu'on peut se demander comment représenter les plusieurs versions. Ici, j'ai un autre exemple d'Algolith, un autre collectif de littérature numérique actif à Bruxelles, en Belgique, où on a une œuvre qui a été installée pendant quelques mois dans une vitrine à Bruxelles et qui, d'autre part, existe comme site internet. Et donc il y a des supports différents, etc. Donc des métadonnées assez différentes finalement. Donc la question est évidemment comment représenter de façon adéquate ces deux versions dans notre modèle de métadonnées. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci Isabelle.
Moi, je retiens que vous avez des arbres comme co-auteurs. Ça relance énormément la question de l'octorialité et la co-octorialité. Donc, merci. Donc, René Audet, notre troisième panéliste. René, qui est professeur titulaire à l'Université Laval, il est spécialiste de littérature contemporaine et de culture numérique. Il s'intéresse aux formes actuelles de la narrativité, on va mieux m'entendre maintenant, à la transformation numérique du monde éditorial et aux littératures numériques. Il est le directeur du pôle Québec du Partenariat littérature québécoise mobile, le directeur du laboratoire Ex Situ et l'éditeur savant et de l'éditeur savant numérique Codicil. Merci Bertrand. Oui, merci Bertrand. Finalement, il y aura beaucoup de réchauffé dans ma présentation parce que tous les punchs ont été vendus par les uns et par les autres, mais néanmoins, pour voir un peu le portrait d'ensemble, avec la mise en place du pôle Québec de l'QM, on a voulu s'intéresser assez rapidement à cette historicité des pratiques numériques de différentes façons à travers différents chantiers. On a mentionné avec Mélodie, ce travail, donc sa présentation était sur le sujet, mais néanmoins, c'est aussi l'établissement de ce corpus qui a été hyper intéressant. Donc, je vois qu'elle m'a scoopé sur les Star Trek et sur Interfiction, mais j'ai quand même attrapé l'autre version de Serge Robert, qui était la page d'accueil, une espèce de page dépouillée qui nous ramène donc à ses premières pratiques d'édition, d'auto-édition en ligne, et où, bien sûr, cette espèce de saisie de la dimension technique par des néophytes était extrêmement déterminante. Donc, il y a un ouvrage sur lequel on travaille à plusieurs mains qui devrait suivre, qu'on souhaite éditer en version numérique, probablement sur la plateforme PubPub développée au MIT. Dans la même ligne, on a parlé un petit peu du chantier sur les blogs littéraires. C'est un truc assez hallucinant parce qu'évidemment, ça regroupe un corpus totalement non canonique, extrêmement difficile à saisir. Sur la droite, j'ai mis une première liste, mais qui fait à peu près 250 entrées de blogs en 2000 et 2010 principalement, où on essayait de voir un peu la configuration d'un milieu, d'une communauté. On a un auxiliaire qui s'amuse dans Obsidian à essayer de créer la constellation des blogolistes. Parce que bien sûr, les blogs avaient cette particularité de se constituer autour de communautés, de créer des communautés, de désigner qui sont les gens qui les lisent, les gens avec qui ils s'entretiennent. Et on a essayé de récupérer des états de ces listes-là et de voir quels sont les recoupements. Donc, de voir qui avec qui comme relation, qui est évidemment des relations directionnelles, mais qu'on n'est pas capable d'interpréter parce qu'on ne sait pas si c'est « voici qui m'endosse » ou « voici qui j'admire ». Et donc, néanmoins, on est capable de voir les liens qu'il y a entre différentes personnes, ce qui risque d'être assez amusant, mais peut-être totalement non scientifique parce que les échantillons sont imparfaits, mais néanmoins, réfléchir à cette construction de communauté. Néanmoins, le principal chantier, on l'a un peu évoqué à gauche et à droite, Isabelle le faisait pour ce bout-là du Vaudolin, là, qui est le petit nom doux qu'on a trouvé pour ce travail où on s'est cassé la tête, essayer de faire progresser le travail qui avait été mis en place avec le NT2 dans les années 2000, donc essayer de construire un vocabulaire descriptif qui soit adapté aux œuvres numériques. Bon, dans le cas du NT2, c'était à la fois les arts et les œuvres littéraires. Là, on essayait d'arriver davantage aux œuvres littéraires numériques. L'idée étant de systématiser les choses. Donc, on a essayé de pousser un peu plus loin avec les gens du NT2, aussi avec la chaire de Marcello Vitali. Je salue Emmanuel qui a contribué aussi à plusieurs étapes. Et ce qui donne une espèce d'arborescence, on l'a mis sur la droite, là, c'est ce qu'il y a d'affiché aussi dans le local d'en bas, une espèce de hiérarchie complètement folle de termes, mais en même temps qui essaie de saisir différentes dimensions pour essayer de systématiser la réflexion. Donc, à la fois sur des questions de genre, donc de l'expérience littéraire qui est proposée, mais des enjeux de technique, de support, d'organisation du contenu. Est-ce qu'on est sur un affichage hiérarchique, linéaire, antéchronologique, etc.
L'idée partant de là étant d'essayer de neutraliser et d'externaliser ce vocabulaire, d'où l'utilisation d'OpenThésor, qui est une ressource d'Humanum, donc qui est un outil de thésaurus en ligne, qui permet de construire des fiches pour chacune des entrées, de pouvoir construire ce système de données liées qui peut être récupéré par la suite ou être appelé par API pour pouvoir l'intégrer dans des outils. Et ça a été notre mode de fonctionnement, puisque pour le projet Colin, donc ce répertoire d'œuvres littéraires numériques québécoises, on a utilisé OMKS, qui est un logiciel développé par le Roy Rosenberg Center for History and New Media à George Mason University. Et donc, utiliser ce logiciel open source, qui est un outil de collection numérique, où nous ne rassemblons pas, contrairement aux deux autres projets, les œuvres elles-mêmes, mais où on les documente, à défaut de pouvoir et d'avoir les moyens de pouvoir les archiver. Et donc, on a voulu faire le test, de se dire, est-ce qu'on est capable de saisir un ensemble relativement déterminé, donc ici, cerné par la variable du corpus québécois, avec tous les problèmes que ça suppose, mais néanmoins d'avancer dans cette direction-là. Donc, grosso modo, mes slides ne sont pas dans l'ordre, peu importe, ça nous permet d'explorer le corpus par une espèce de ligne du temps, là, qui était un script qui était disponible à l'interne, à partir d'une date fameuse pour le corpus québécois, qui est La machine à écrire de Jean Baudot, donc un ouvrage publié aux Éditions du Jour en 1964, et où on a donc un ancien professeur de l'Université de Montréal qui s'amusait avec les premiers immenses ordinateurs qui étaient gros comme des garages entiers, et où il s'est amusé à faire générer des poèmes, à le publier dans un ouvrage, et où il publiait également les critiques de personnes, dont Raymond Queneau, dont Doris Lucier, dont le père Gédéon, pour ceux qui connaissent, différentes personnes. Oui, c'est assez fascinant comme phénomène. Donc, les gens qui disent « Ouais, c'est un peu bizarre, mais bon, ça doit être intéressant. » Mais une espèce d'épreuve des premiers poèmes générés qui arrivent. Mais bon, c'est une façon de rendre justice à ces premières expérimentations, mais on a là donc une exploration qui nous permet d'avancer dans une traversée temporelle, de voir un peu l'évolution des pratiques, bien sûr, mais où chacune des entrées peut être caractérisée de différentes façons. J'y viens, mais l'interface permet entre autres d'utiliser les mots-clés descriptifs. Donc ici, j'ai mis 2 extraits des listes des genres et des formats. Donc vous voyez la diversité des appellations qui cohabitent et donc aussi la diversité des œuvres qui sont représentées. Notre pari, donc, c'est d'utiliser OMKS. Donc vous voyez l'interface de saisie sur la droite qui nous permettait donc de combiner 2 éléments. Si, avec The Next, on est plutôt du côté de MODS, qui est un schéma de classification qui vient plutôt du monde de la bibliothéconomie, de notre côté, on est allé sur un standard le plus bas possible, qui était le Dublin Core, qu'on a pu associer à chacun des champs qui nous provenaient de l'API d'OpenThésor. Donc, à chaque place, vous voyez la petite flèche, quand le clic était associé à une œuvre, on renvoie donc à la donnée liée dans OpenThésor pour pouvoir être capable de standardiser chacun de ces éléments-là et faire en sorte qu'on ne soit pas constamment en train d'inventer un vocabulaire trop spécifique ou adapté à une réalité. Et donc, la fiche, on n'a pas fait de travail d'interface, on utilise ce que propose OMKS ou un des thèmes d'OMKS, nous permet d'avoir accès à l'ensemble de ces déterminants, de ces caractérisations fiche par fiche. Néanmoins, on était conscient de la fragilité de cet outil-là. On discutait hier soir de l'obsolescence éventuelle des outils qu'on met en place dans chacun de nos projets. Et on a voulu au moins externaliser une partie de l'information, ce qui fait en sorte que toutes ces œuvres que l'on identifiait, qui souvent n'ont aucune existence institutionnelle, les œuvres numériques n'ont pas d'ISBN, très rarement capturées par le dépôt légal, bref,
elle n'existe pas. Et tout notre travail a été de fouiller dans des répertoires, Mélodie en parlait très bien tout à l'heure, fouiller dans des répertoires, des articles des gens. On a retrouvé des pages web de 2000 où les gens avaient listé des œuvres intéressantes de l'époque. C'est quand même fascinant comme archéologie. Mais néanmoins, ces œuvres-là sont nulle part. Ni sur Wikipédia, ni dans des répertoires, ni dans des articles savants. Et donc, on a fait l'exercice, entre autres par un événement Wikidata, j'ai encore les collants sur mon ordi, d'intégrer les 400 œuvres qu'on a identifiées dans Wikidata. Donc, à la fois l'entrée des œuvres, des auteurs, des éditeurs, avec toute l'ambiguïté que ce mot-là représente, pour faire en sorte que ces personnes et ces entités existent. Donc maintenant, chacune des œuvres a un identifiant Wikidata qu'on a répercuté, c'est l'autre petite flèche qu'on voit là à droite, qu'on a répercuté dans notre banque et qui fait en sorte qu'au moins le titre et ses auteurs, ses autrices, ses créateurs, créatrices vont exister au sens de la banque de données que représente Wikidata. Ça permettait aussi de créer une forme de collection à l'intérieur de Wikidata, donc on avait fait comme une catégorie, je ne me souviens pas de la nomenclature précise, qu'on a appelée patrimoine littéraire numérique québécois, qui était une façon de voir l'ensemble des entrées qu'on avait pu faire et donc une sorte de collection à l'intérieur de Wikidata. Modus operandi que j'ai voulu vous présenter, donc, mais néanmoins, comme je l'ai dit, les enjeux sont plus nombreux que le travail qu'on a pu accomplir. C'est peut-être aussi le début de notre discussion, où on s'est bien dit, on a frappé des murs constamment, et on sent bien, Isabelle l'évoquait. Dans notre cas, cette limite que représente le fait de documenter, au sens où c'est tout mignon de mettre 2-3 screenshots pour essayer de garder le sentiment de ce que cette œuvre pouvait être. Souvent des images que l'on prélevait dans la Wayback Machine, donc ça c'est très limité, mais néanmoins ça permettait de stabiliser une part d'information. La dimension littéraire, Isabelle le montrait bien tout à l'heure. Qu'est-ce qui est littéraire? Bon, à la fois en termes de qualité. Bon, est-ce que la fillette de 7 ans qui publie son poème sur un site perso que son père lui a bricolé fait partie du corpus québécois, d'une part? Est-ce qu'une expérimentation où on voit flotter 2-3 mots à travers une mise en scène vidéo, on l'attrape du côté littérature ou c'est plutôt du côté des pratiques artistiques, bon, toutes ces frontières qu'on peut imaginer? Cadrage national, bon, Belgique, Québec. Le cas du Québec est intéressant pour une chose, c'est évidemment le double palier. Il y a plusieurs œuvres qui ont été financées par l'Office national du film, donc qui est un organisme canadien, mais où des acteurs, actrices importants étaient québécois. Est-ce que c'est suffisant pour aller les capturer, les ramener du côté québécois? Bon, ce sont les querelles entre les deux solitudes québécoises et canadiennes qui s'expriment à travers tout ça, mais néanmoins, ça suppose de se poser la question. On a parlé de pratiques d'écriture au long cours. Avec Emmanuel, on a eu beaucoup de discussions et c'était le pari du travail du côté de la chaire en écriture numérique, de s'arrimer davantage aux figures d'auteurs et d'autrices plutôt qu'au statut d'œuvre, ce qui permettait d'aller capturer des démarches d'écriture sur le long terme et pas nécessairement segmentées en œuvres pour laquelle il y a un titre ou que l'on associe donc à une identité d'œuvre. Donc, nous, on était plutôt du côté des œuvres, mais qu'est-ce qu'on fait quand on a un fil Instagram qui est super intéressant ou une partie de fil Instagram, parce qu'il y a plein de trucs inintéressants à travers, parce qu'on voit les photos de voyage dans le sud de telle personne, combinées avec une pratique poétique, mais bon, il faut être capable de négocier avec cette hétérogénéité des fils d'écriture. Et bien sûr, cette question des protocoles descriptifs, bon, négociation entre protocoles mis en place. Bon, le schéma proposé par Denex est intéressant parce que très centré sur une approche bibliothéconomique. On a construit autre chose. Bon, est-ce que c'est compatible? Est-ce que c'est contradictoire? Est-ce que nos répertoires sont interopérables? C'est vraiment l'enjeu de cette espèce de mise en commun qui nous attend, mais où on se rend bien compte des limites de certains choix qui ont été faits, parfois en vase clos, mais souvent avec des objectifs
très spécifiques de clarté descriptive ou de mise en évidence de certaines dimensions au détriment de d'autres. Je lance la discussion. Merci, René. Un applaudissement quand même. En fait, ce que je comprends, c'est... donc, la discussion est ouverte, peut-être comme entrée en matière pour cette discussion. Moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a 4 aspects qui doivent être pris en considération. There's like 4 aspects to be that are present. The first one is to collect, de collecter, de conserver. Sometimes you go from only information to the work themselves. Donc, conserver, collecter, mais alors là, de l'information jusqu'à l'œuvre. Donc, quels sont les paramètres de cet acte de collection. Deuxièmement, il y a la capacité ou la possibilité d'écrire et de documenter, ce qui implique notamment un vocabulaire. So the second aspect is also to be able to describe, therefore to document, which can require a vocabulary, a very strong vocabulary to be established. So déjà là, on sent qu'il y a des enjeux avec cet aspect-là. Donc chacun de ces aspects, évidemment, implique des enjeux, tu l'as quand même assez bien dit. Troisième, il y a aussi le fait d'avoir à structurer une base de données, to be able to structure a database, because it's not just the capacity to collect, to conserve, but also you have to organize, structure. Et évidemment, en plus, le dernier aspect, c'est celui de la diffusion, celui de la présentation. Hein. Comment on va rendre disponibles toutes ces données qui ont été donc structurées, décrites avec un vocabulaire constant. Donc, the fourth aspect is to be able to present, to present by the way of just a database being accessible from the web, or also like with curatorial practices, avec des pratiques curatoriales plus ou moins complexes. Donc, on voit qu'en fait, il y a 4 aspects qui sont là, qui doivent être pris en considération pour établir des bonnes pratiques en matière d'histoire des œuvres littéraires. Donc, là-dessus, je vous laisse la parole. Si vous avez des questions, soit plus précises, soit encore où vous avez vous-même participé à des projets de répertoire. Par exemple, tantôt, tu as relancé Emmanuel. Donc, soyez libres de...